Madame, monsieur, bonjour. Virginie Calmel, c'est la femme qui monte en Aquitaine, chef de file de l'opposition à la région, première adjointe à la mairie de Bordeaux, vice-présidente de Bordeaux Métropole. Dauphine annoncée d'Alain Juppé, Virginie Calmel tisse sa toile. Quels sont ses projets, quelles sont également ses ambitions personnelles? Virginie Calmel, c'est l'invitée de La Voix est libre. Bonjour Virginie Calmel. Bonjour Franck Omer. Merci d'avoir accepté l'invitation de La Voix est libre ce samedi matin. Merci. Alors, l'actualité sociale est extrêmement riche cette semaine. Une actualité sociale que nous allons décortiquer. Les premiers à se mobiliser en début de semaine, ce sont les routiers. Comment cernez-vous ce climat social en France et dans la région aujourd'hui ? Globalement, il est inquiétant, il est même un peu délétère. On sent une France qui souffre, on sent une jeunesse qui manque de cap et je crois un gouvernement qui est complètement dépassé par les circonstances et qui donne un peu le sentiment d'être un gouvernement d'amateurs, plus préoccupé par la réélection éventuelle de François Hollande. On a le sentiment que ça y est, tout est mis en œuvre pour parler de 2017, alors que le quotidien des Français et les préoccupations sociales d'un grand nombre de citoyens ne sont pas traités. On voit qu'il y a différents blocages, différentes manifestations. Quelles sont les conséquences sur l'économie du pays à l'heure actuelle ? De toute façon, malheureusement, on le sait, c'est un gouvernement qui est en échec d'un point de vue économique. Beaucoup de délocalisation, beaucoup d'entreprises en difficulté et une augmentation continue, croissante du chômage, c'est-à-dire pas de réponse concrète à ce que nous sommes en droit d'attendre, un vrai traitement choc face au chômage. Et une fois encore, la loi El Khomri, qui a été on le sait, ébauché avec visiblement un manque de méthode évident et un manque peut-être aussi de pédagogie, voire une trahison même par rapport aux promesses de campagne électorale de François Hollande, qui fait que finalement, au lieu d'avoir aidé les entrepreneurs, les salariés, les entreprises de ce pays, finalement, on se rend compte qu'on a encore aggravé la situation et je crains fort que le chômage ne se résorbe pas par cette politique et on sent bien que François Hollande est obligé de sortir des cartes de son jeu, notamment le fait les formations, les 500 000 formations, etc., pour sortir des statistiques les chômeurs qui malheureusement, eux, vivent le chômage au quotidien. Alors on va revenir sur cette loi travail. 2 journées de manifestation cette semaine à nouveau, mardi et jeudi, on va voir les images. Sur le fond tout d'abord, est-ce qu'aujourd'hui il y a encore quelque chose à garder de ce projet de loi ? Je vais vous dire, non, je crois que malheureusement, le projet initial allait dans la bonne direction. Il a été tellement, finalement, retouché, amendé et des reculades successives du gouvernement font qu'in fine, je crains que ce soit encore un niveau supplémentaire de contraintes pour les entreprises. Il y a quelques petites choses intéressantes. Que faudrait-il garder ? Non, il y a quelques petites choses intéressantes, notamment dans le cadre de la négociation au sein même de l'entreprise. Ça, c'est intéressant. On veut aller plus loin et laisser le référendum en entreprise directement à la main du chef d'entreprise. Mais on sent qu'il y a quelques petites avancées, mais il y a eu des reculades considérables, notamment sur le plafonnement des indemnités de départ. Je crois qu'en fait, comme toujours, on est sur des toutes petites mesurettes, alors qu'on sent bien que la France a besoin d'un changement profond avec des réformes structurelles d'importance et que sur le chômage, c'est malheureusement pas la loi El Khomri qui permettra de régler un vrai fléau français. Et je rappelle qu'on est les seuls en Europe. C'est ça qui est quand même très inquiétant, c'est que le chômage continue à augmenter en France alors qu'il a réussi à baisser dans les autres pays. Donc on a plutôt à essayer de copier les autres pays plutôt qu'à vouloir faire l'exception française d'une méthode qui ne marche pas. Sur la forme, l'exécutif a décidé d'utiliser le 49.3 pour faire passer cette loi ou tenter de faire passer cette loi. Est-ce que cette méthode vous paraît adaptée aujourd'hui ? Non, mais clairement, elle met en exergue l'impasse dans laquelle se situe le gouvernement. Une fois encore, François Hollande a été élu sur un projet. Finalement, il est en train d'appliquer une politique qui est très éloignée de son programme initial. Il n'a pas de majorité, d'où la nécessité de passer en force au 49.3. Je crois que ça donne une image assez négative de l'ambiance générale, on va dire, gouvernementale, un peu pathétique. Et il me semble que ça va nous paraître à tous, les Français, très
très long, jusqu'à mai 2017. Alors justement, si on continue... Pendant un an, il ne va rien se passer, la France est figée, il ne va plus rien se passer, plus de projets, plus de développement. Malheureusement, ce que je vois, c'est beaucoup de mesures qui sont prises uniquement à des fins électoralistes. François Hollande, on ne peut pas dire qu'il ne fait rien. Il a dépensé 8 milliards d'euros en l'espace de quelques mois, simplement pour essayer de faire des cadeaux, alors un peu aux enseignants après les avoir maltraités, aux jeunes après les avoir maltraités, et ainsi de suite. On sent bien qu'on est uniquement dans des postures électoralistes, et c'est pour ça, ça ne vous étonnera pas, je soutiens Alain Juppé, mais notamment parce que s'il est président de la République, il fera un mandat unique. Et je crois que ce sera la seule fois qu'on aura un chef de l'État qui sera focalisé sur l'exercice de son mandat et non pas sur sa réélection, ce que malheureusement François Hollande ne fait que aujourd'hui ne fait que ça, c'est-à-dire se préoccuper de sa réélection. Un autre mouvement social cette semaine, en l'occurrence les policiers qui sont descendus dans la rue, ce n'est pas si fréquent, qui dénoncent une suractivité, un manque de reconnaissance aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ces revendications des policiers? Bien sûr, je les comprends et je veux apporter d'ailleurs tout mon soutien aux forces de l'ordre qui font clairement un travail remarquable sur le terrain, dans un climat, on le sait là aussi, il n'y a pas un climat serein. On est encore en état d'urgence. On sait quelles sont malheureusement les vagues terroristes que nous avons connues et peut-être encore à ces heures toujours des nouveaux actes. On verra les conclusions pour Égyptaire. Mais tout ça fait que les forces de l'ordre méritent non seulement notre respect, notre estime, mais méritent aussi une autre façon d'être gérer et d'avoir des vrais moyens d'action. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrive à révolutionner le travail même des policiers. Quand vous voyez qu'ils passent 40% de leur temps à des tâches administratives, c'est pas ça le métier de policier. On a besoin de réorienter les policiers sur le terrain et de leur alléger une lourdeur administrative qui est préjudiciable et qui, derrière, obère un peu leurs résultats et leur fonctionnement sur le terrain. Donc, non seulement je la comprends, cette colère, mais je les soutiens et je crois qu'il faut, là aussi, mener une autre politique dans ce pays en matière de soutien aux forces de l'ordre et à la justice, parce que les deux vont de pair. Justement, une image très forte cette semaine, cette voiture et ces policiers agressés, cette voiture en feu. Est-ce que là, les limites sont dépassées, probablement, assurément même ? Ah oui, je crois que tous les citoyens français comme moi ont été particulièrement choqués par ces photos, ces images que nous avons vues. C'est effectivement des casseurs, des gens qui sont passés au-delà du stade du respect même des forces de l'ordre, de l'État, de la France. Et puis là aussi... Est-ce que la société se radicalise ? Non, mais je crois qu'il faut faire attention aux amalgames. Là encore, c'est pas parce qu'on a quelques personnes qui montrent un spectacle assez affligeant que toute la société est dans le même sac. Et donc, ne mélangeons pas tout. En revanche, je pense qu'on a à tirer les enseignements de ce qui s'est passé, et notamment, là encore, un constat quand même, pardon de le dire, mais de laxisme ambiant qui est trop présent. Ces personnes interpellées, pour beaucoup, sont fichées. Pour certaines, étaient interdites de manifestation. Donc on sent bien qu'on a un problème de dissuasion dans ce pays, probablement parce qu'on n'est pas assez dur en matière de procédure pénale. Et je crois que là aussi, pour simplifier la vie des policiers, il faut simplifier les procédures pénales pour permettre à une administration des dossiers beaucoup plus rapide et plus efficace. Alors, autre thème dans cette émission, depuis le 1er janvier, vous siégez au nouveau conseil régional de cette grande région. 5 mois, vous êtes chef de file de la droite et du centre. 5 mois après cette élection et cette défaite, est-ce que vous avez analysé cet échec personnellement et de votre famille? Alors d'abord, je rappellerai que cette région était jugée imprenable. Ça avait été clair quand on m'a désignée comme tête de liste. Personne dans mon camp, ni ailleurs d'ailleurs, n'estimait que nous avions beaucoup de chances de la gagner, étant donné que, vous le savez, c'est la réunion de 3 régions socialistes. Et que dans le paysage français, on imaginait que quelques régions resteraient à gauche, notamment Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes et la Bretagne. Dans ce contexte, est-ce que vous estimez qu'il peut y avoir des erreurs commises ou
ou pas? Très probablement. Vous savez, c'était ma première élection en tant que tête de liste. J'ai beaucoup appris, mais c'était une fois encore un premier combat. Et vous savez, c'est comme une start-up. Je suis partie, je n'avais pas d'équipe, je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de projet, je n'avais pas de moyens. En l'espace de quelques temps, il a fallu construire une équipe avec des fonds à récolter, construire un projet et rentrer dans ce qui est une campagne électorale. Donc très probablement que j'ai dû faire des erreurs. Et c'est le côté apprentissage aussi de toute élection. Et c'est ainsi que je comprends que souvent les politiques briguent plusieurs élections pour en gagner une, parce qu'on apprend simplement en étant soi-même tête de liste. Vous avez gagné vos galons en revanche dans votre famille politique à l'occasion de cette élection, c'est ça? Oui, je crois, parce qu'une fois encore, personne n'imaginait que nous serions à 3 points d'écart le soir du premier tour. Et de ce point de vue-là, ma famille politique a plutôt salué d'abord un engagement, ensuite une vraie dynamique de campagne que je crois que nous avons réussi à... C'est un travail d'équipe, c'est toute une région aussi qui a eu envie peut-être d'un autre projet. Et puis vous savez, la politique, c'est à la fois des hommes, des femmes, des projets, c'est aussi un timing. François Hollande a réussi à garder 5 régions. Je vous avoue que si les élections avaient lieu aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'on aurait le même résultat. Et puis il a aussi, cette élection, elle a été aussi perturbée par des attentats, hein, on se rappelle du 13 novembre. Donc voilà, moi je ne refais pas le match parce que je considère qu'une fois encore, d'abord, il faut être voilà, c'est un résultat démocratique et je ne peux que saluer le choix des électeurs, même si je considère qu'ils n'ont pas soutenu le meilleur des projets pour cette grande région. Vous siégez désormais dans l'opposition. Alain Rousset a révélé un déficit en provenance du Poitou-Charentes qui vient crever le budget global de cette région. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en mesure d'annoncer un montant plus précis concernant ce déficit, même si un audit est en cours? C'est un peu compliqué à comprendre. Oui, alors ce dossier est compliqué à comprendre déjà parce qu'Alain Rousset nous a fait croire à tous qu'en fait il découvrait une situation. C'est pas tout à fait exact. Vous pensez que c'est faux? Vous pensez qu'il le savait lors de la campagne? Je pense qu'il y avait une partie qu'il savait. Je pense qu'il y a une partie qu'il a découvert en étant à la tête d'un exécutif plus large. Mais sur les emprunts toxiques, par exemple, en Poitou-Charentes, c'est pas une nouveauté. On est en train de parler de choses qui avaient déjà donné lieu à des rapports de la Chambre régionale des comptes et qui étaient connus. Par ailleurs, je rappelle que pendant cette campagne, il a fait équipe avec M. Macaire, président de la région Poitou-Charentes, qui lui-même a déclaré dans l'hémicycle, quand je lui ai posé la question, que bien évidemment il était au courant et que c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait proposé durant cette campagne une augmentation des impôts. Donc, une fois encore, je crois que je laisse à la famille socialiste ses règlements de compte. Mais alors ce déficit, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en mesure de nous donner des chiffres plus précis concernant le déficit cumulé? Ça fait partie du psychodrame socialiste et des bisbilles entre M. Rousset et Mme Royal. Et à un moment donné, et nous l'avons dit, moi je ne peux pas vous répondre de façon précise tant que je n'ai pas les conclusions d'un véritable audit. Et contrairement à ce qui a été dit, il n'y a pas eu d'audit. Il y a eu une analyse des soldes intermédiaires de gestion, ce qui est un peu différent. C'est-à-dire qu'ils ont pris des données qui viennent directement de l'exécutif régional pour les comparer et les analyser. Mais ils n'ont pas fait un vrai audit, c'est-à-dire l'audit, c'est d'aller vérifier la réalité ou l'exhaustivité d'une dette, par exemple, en remontant aux pièces ou en remontant aux contrats ou aux engagements qui ont pu être signés par la région ou par tous les périphériques de la région, les SEM, les SPL, Ces chiffres, on va devoir encore attendre quelques semaines, quelques mois pour les obtenir. Absolument. La Chambre régionale des comptes est encore en train de travailler. Elle devrait rendre des premières conclusions en juillet. Nous avons demandé à corps et à cri un véritable audit, étant donné que Alain Rousset lui-même a expliqué Urbi et Orbi qu'il y avait 132 millions d'euros d'impayés, ce qui était un chiffre précis, issu directement de ces déclarations, mais qui n'ont pas été auditées. Donc nous avons demandé cet audit. Je crois que malheureusement, nous n'aurons pas gain de cause. Nous voulions les conclusions de cet audit avant la validation du budget qui doit intervenir la semaine prochaine. Cet audit n'a pas été lancé dans ces temps-là. Il aurait pu, hein, s'il avait souhaité le lancer en février, nous aurions eu les conclusions. Ce sera quelle échéance, ces chiffres? In fine, je crois que nous n'aurons rien avant l'été sur les différents sujets, notamment le stock d'AP et d'AE. C'est un peu technique, mais de tous les engagements qui sont donnés, parce que là encore, c'est la gestion politique de l'argent public est quand même en questionnement. Et il n'y a pas que Poitou-Charentes. Il y a comment on fait beaucoup de promesses électorales, comment on promet des projets qui, in fine, ne sont pas financés, n'apparaissent pas dans les engagements ou ne sont pas directement mis dans les états financiers. Donc c'est tout ça qui va ressortir de l'audit mené par la Chambre régionale des comptes. Mais une fois encore, moi, je n'aime pas conclure avant d'avoir les données factuelles, tangibles et par un organisme totalement
totalement indépendants, comme la Chambre des comptes ou comme un cabinet d'audit indépendant, ce qui était Ernst & Young. Étant donné votre niveau d'information aujourd'hui, en revanche, est-ce que vous êtes en mesure de nous éclairer un peu plus sur qui porte la responsabilité de ce déficit? Est-ce que c'est Ségolène Royal? Est-ce que c'est Jean-François Macaire? Est-ce que c'est plus large que ça? C'est très compliqué de répondre à ça, mais je rappellerai quand même que moi, ma campagne, je l'ai faite sur une autre gestion de l'argent public. Quand je vois les ratios qui nous sont présentés pour ce budget, 36% d'investissement et 64% de fonctionnement. On est loin de la promesse électorale d'Alain Rousset de tendre vers 45% d'investissement. On voit bien que c'est toujours la fuite en avant dans la dépense publique. Là, Alain Rousset nous propose encore une augmentation d'impôts qui va effectivement toucher Poitou-Charentes, qui avait fait un choix politique de ne pas augmenter les impôts, mais qui du coup avait grévé très sensiblement son taux d'endettement. Alain Rousset a fait le contraire. Il a augmenté les impôts au maximum de ce qui était possible et acceptable dès son premier mandat. Et effectivement, il a un meilleur taux d'endettement. Mais moi, je crois qu'il y a une troisième voie entre ces deux gestions un peu opposées, en fait, dans l'approche, qui est de mieux gérer l'argent public avec davantage d'efficacité et surtout flécher l'argent là où il est le plus utile, c'est-à-dire sur l'investissement et sur les dépenses de fonctionnement qui sont utiles, mais pas quand je vois que les dépenses du siège du Conseil général sont en train d'augmenter. Eh bien, malheureusement, ça corrobore ce que j'ai dit tout au long de cette campagne, c'est que la fusion de ces trois régions, si elle ne permet pas des économies, et on voit que ce n'est pas le cas, là nous avons les budgets qu'on veut nous faire valider la semaine prochaine, qui montrent une augmentation sensible, une fois encore, des frais de siège. Les frais de siège, c'est pas utile aux citoyens. Le reste est utile. Faire des lycées, faire de la recherche, soutenir l'entreprise, c'est utile. Les frais de siège, ça les moins. Une dernière question sur la région, et puis après nous allons passer à d'autres thèmes. Nous avons énormément de choses à aborder dans cette émission. D'ici le 20 juin, il va falloir se déterminer pour donner un nom à cette nouvelle région. Quelle est votre préférence aujourd'hui? Est-ce que vous avez une petite idée, enfin un souhait, une envie? Moi, j'avais toujours dit que c'était plutôt aux citoyens de décider. Je reste sur cette optique-là. Après, à titre personnel, j'ai mes petites préférences, mais... Ce serait ? Moi, je crois qu'on a hésité entre Aquitaine, Sud-Ouest Atlantique. In fine, je crois qu'il faut aussi se rattacher à l'histoire, se rattacher à un existant et se rattacher à une vision internationale. Et de ce point de vue-là, Aquitaine garde une force importante. Pourquoi? Parce que le périmètre même du territoire d'Aliénor d'Aquitaine était presque aussi vaste que la région Donc pour vous, ce serait Aquitaine? Peut-être Nouvelle-Aquitaine pour donner une dimension de nouveauté de cette région. Après, une fois encore, ce n'est pas à moi de décider parce qu'il faut que les Picto-Charentais et les Limousins ne se sentent pas oubliés dans cette grande région. Donc on sera fixé vers le 20 juin. Ce n'est pas nous qui avons choisi ce grand territoire qui reste complexe et la preuve, rien que pour trouver le nom, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'unité dans cette grande région et il n'y a pas d'évidence sur un nom. Oui, allez, je crois que c'est fin juin le 20 juin. Deadline, c'est l'exécutif qui nous fera ses propositions. Alors, année 2016 et 2017, ce seront des années chargées. Les primaires en novembre, quel rôle allez-vous jouer aux côtés d'Alain Juppé? Le rôle que Alain Juppé a souhaité que je joue auprès de lui depuis mon engagement en politique il y a 2 ans, ici à Bordeaux. Vous avez encore du temps pour travailler à ses côtés pour ces primaires? Oui, mais je le prends. Alors, j'avais mis entre parenthèses ce rôle-là. En fait, moi, j'étais notamment en charge d'un groupe de travail sur son programme économique, un groupe de travail qui regroupait des chefs d'entreprise, des gens issus de la société civile, comme moi, des gens qui sont salariés, entrepreneurs, chefs d'entreprise, pour apporter des propositions très concrètes à leurs problématiques quotidiennes, les délais de paiement, la baisse des charges, les relations avec l'inspection du travail. Bref, ce qui fait souvent le quotidien des artisans, des commerçants, des TPE, des PME. Donc j'avais ce groupe de travail en charge, j'ai mené cette action, je l'ai mise entre parenthèses pendant ma campagne des régionales parce que là, je ne pouvais pas être partout. Depuis janvier, j'ai continué à travailler avec les équipes sur le projet économique d'Alain Juppé et comme vous le savez, ce projet a vu le jour au travers d'un ouvrage et au travers aussi... Il y a quelques jours. La semaine dernière. Et donc, voilà le rôle essentiel que j'ai joué pendant cette primaire. Après, de temps en temps, je suis sollicitée comme d'autres, comme Édouard Philippe, Benoît Apparu, comme des porte-parole un petit peu du programme d'Alain Juppé dans les médias. Mais sinon, l'essentiel de mon temps est quand même aujourd'hui à Bordeaux pour la ville et pour la métropole. Justement, concernant ces primaires à droite, il y a de nombreux candidats qui visiblement sont intéressés. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la droite se déchire pendant ces primaires, que ça devienne un peu violent ?
Écoutez, nous verrons. Je crois c'est la première fois qu'il y a des primaires. Absolument. Je crois que jusqu'à présent, c'est plutôt pas le cas et que c'est un... enfin, d'abord, il me semble que c'est de bon niveau et de bon ton. Et je crois que c'est ce que nous, enfin, les citoyens et nous tous aspirons à ce que la droite montre sa capacité à organiser des primaires dans les règles de l'art, avec des règles du jeu qui soient claires et un certain respect aussi entre les différents candidats. Après, vous savez ce qu'est le combat politique. Moi, je l'ai découvert il y a quelque temps. Ça peut être violent. On verra. Pour le moment, je trouve que les candidats se comportent bien. Après, vous savez, il y a beaucoup de candidats, beaucoup de personnes qui se déclarent candidates. Nous verrons après le système des parrainages. Je pense que l'étau va se resserrer un petit peu. Il y aura peut-être un peu moins de partants à ce moment-là. Alors, si on parle des primaires, c'est parce qu'évidemment, ces primaires vont peut-être influencer votre avenir également. Si Alain Juppé, on va se mettre dans la fiction, la projection, si Alain Juppé est élu président de la République, que deviendrez-vous à ce moment-là? Quelles seront vos nouvelles fonctions à Bordeaux? Alain Juppé s'est déjà prononcé sur cette question en considérant que... Vous deviendrez maire de Bordeaux? Il a considéré que j'étais la personne dans l'équipe municipale qui était digne de lui succéder et c'est une marque de grande confiance. Moi, je tiens à le remercier de ça. J'imagine qu'il a considéré que j'en avais, j'espère, les compétences, la vision politique dans la lignée de ce qu'il a fait. Est-ce que certains autour de vous ont eu du mal à accepter cette information, cette prise de décision dans votre équipe? Vous savez, je crois que souvent les médias montent en épingle les bisbilles entre tel ou tel. La grande majorité de l'équipe, depuis longtemps et bien avant janvier 2016, m'avait déjà témoigné d'un véritable soutien. Je l'ai vécu aussi à d'autres moments, y compris pour les régionales. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours une ou deux personnes qui peuvent, à titre personnel, se sentir peut-être laissées pour compte parce que cette personne avait des ambitions personnelles. Ça, on ne peut pas le négliger. Mais je crois que c'est anecdotique par rapport à un projet municipal qui se met en place et où, franchement, aujourd'hui, moi, j'ai le sentiment que nous sommes tous dans le même bateau pour le même objectif. D'abord, se mettre au service des Bordelais et des Bordelaises. C'est ça qui est important. C'est pas l'intérêt personnel, vous savez, qui m'anime. C'est vraiment d'être dans une équipe et d'avoir des résultats et de montrer que concrètement, on peut venir d'ailleurs, de la société civile et apporter sa pierre à l'édifice. Alors, autre cas de figure, Alain Juppé n'est pas élu président de la République, il reste maire de Bordeaux. Dans ce cas-là, vous serez candidate aux élections législatives qui auront lieu en juin 2017, donc dans un alors an. Il a effectivement expliqué que je serai à la fois maire de Bordeaux et présidente de la métropole et candidate là, sur la deuxième circonscription. Là, vous avez un souci de cumul de mandats. Il est clair que le cumul des mandats fera que ce ne sera pas possible, mais au-delà de ça, moi, à titre personnel, de goût, je suis là pour me mettre au service. Et puis encore faut-il être élu, mais ça veut dire que et ça veut dire que je privilégierai, c'est un choix personnel, après nous verrons, mais le mandat de maire. Celui de député, nous verrons bien. Vous savez, au départ, je n'étais pas pressentie pour être la candidate au régional. Si Alain Juppé n'était pas élu, mais à mon sens, c'est de la fiction, mais est-ce qu'il me demandera d'aller... Vous avez beaucoup d'appétit, Virginie Calmels, vous avez beaucoup d'appétit en politique. J'ai surtout l'appétit de faire, d'être utile. Je pense que j'ai un profil atypique. J'ai passé plus de 20 ans en entreprise. J'ai envie de me mettre au service de justement l'endroit où je suis née, où j'ai mes racines. À Bordeaux, c'est pas un hasard. Dans la lignée d'un grand maire de Bordeaux. Je crois que les Bordelais l'ont bien compris qu'il y avait une implantation qui se faisait pour un certain temps. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on aborde 2 points importants également dans cette émission. Mais c'est pas l'ambition personnelle qui est importante et surtout pas le cumul. Voilà. Moi, je crois qu'il faut bien, qui trop embrasse mal étreint, il faut avoir une fonction et la faire à fond. 2 questions en 2 minutes. La fan zone, tout d'abord, l'Euro qui va débuter en France. L'équipe de France s'entraînait cette semaine au Pays Basque. Il y aura des matchs à Bordeaux, bien sûr, une fan zone dans un contexte très tendu. Oui. Pas de changement, la fan zone restera ouverte, pas de modification en termes de sécurité. Il y a des modifications, notamment le budget alloué à la sécurité va passer de 3 à 4 millions d'euros parce que, évidemment, les circonstances font que nous devons avoir des mesures draconiennes en la matière. Et d'ailleurs, pour les riverains, ça ne sera pas forcément très simple. Mais nous devons de réussir cet événement qui va avoir des retombées positives pour la France, pour Bordeaux, pour notre économie. Vous êtes inquiète ? En toute sincérité, il y a une inquiétude. Je pense que personne ne peut être totalement serein dans le contexte. Donc, il faut mettre tous les moyens que nous avons à notre disposition pour assurer le maximum de sécurité. Mais la sérénité totale, alors que nous vivons les heures que nous venons de vivre, c'est effectivement
je ne suis pas dans une sérénité absolue. Je fais confiance une fois encore. Le préfet, Alain Juppé, ont mené une conférence de presse pour expliquer les mesures en termes de sécurité qu'ils souhaitaient mettre en œuvre. Je leur fais bien évidemment confiance, les forces de l'ordre aussi. Tout le monde est sur les dents, mais ce qui est certain, c'est qu'on sent bien, et il va falloir que les spectateurs eux-mêmes le comprennent, que les mesures en termes de sécurité vont être draconiennes. Il va y avoir des palpations, là évidemment la détection de tous les métaux. Il va y avoir une volonté, vidéosurveillance, de surveiller vraiment et la fan zone et la bord du stade. Un dernier mot, et c'est en 30 secondes, c'est très court évidemment, mais je ne veux pas qu'on termine cette émission sans en parler. Le 31 mai sera inaugurée à Bordeaux la Cité du Vin. C'est un moment important pour Bordeaux et pour le monde du vin, en quelques secondes. Oui, c'est un moment important. Pourquoi? Parce que cet établissement va accueillir, on espère, entre 400 et 500 000 visiteurs par an. Ça va être un totem, l'emblème de ce qu'est Bordeaux, c'est-à-dire la capitale mondiale du vin. Et François Hollande va venir assister à l'inauguration d'ailleurs. François Hollande sera présent, donc avec un grand renforcement de sécurité, là encore. Mais ça va être un bel établissement et les Bordelais et les Bordelaises vont l'apprécier, mais également les touristes. Et je rappelle donc il y a un enjeu économique évidemment derrière. Énorme, avec des retombées économiques très importantes. Pourquoi? Parce que l'industrie du tourisme est clé. Ici à Bordeaux, on est passé de 2 millions à 6 millions de touristes en l'espace de quelques années. La Cité du Vin continue cette dynamique du développement de l'économie touristique ici dans la métropole bordelaise. Merci Virginie Calmels, merci d'avoir accepté l'invitation de La Voix est libre ce samedi matin. Dans quelques instants, le flash de la mi-journée. Excellent après-midi.